Bonjour, c'est Pierre de Vinfos pour le blog des leaders. Aujourd'hui, je suis chez Galère, en région liégeoise, en Belgique. Alors, Galère, c'est vraiment un des fleurons, une des fiertés du Belge au niveau du chocolat. Peut-être que les Français connaissent un peu moins bien, ou ceux qui nous écoutent du Canada ou d'Afrique. Et je vous renvoie là au site internet de Galère pour découvrir cette entreprise, donc www.galère.com. Alors, je suis avec Valérie Stefanato. Valérie, tu es membre du comité de direction, tu es directrice de la communication et du marketing, Oui. Tu es également actionnaire. Oui. Et puis, je suis avec Salvatore Lianello, qui est également, bien sûr, membre du comité de direction, vu que c'est le CEO. Voilà. Et tu es également, évidemment, actionnaire. D'abord, un grand merci de me recevoir. Vous avez vraiment répondu rapidement et avec enthousiasme. Donc, vous avez des choses à dire et on va vous écouter avec passion, je crois, et avec beaucoup d'intérêt. Mais peut-être avant de vous donner la parole, je vais essayer de résumer. Et Valérie, tu vas me corriger si je raconte trop de bêtises. Voilà. Donc, Galère, ce n'est plus tout à fait une jeune fille. Enfin, c'est une jeune fille qui approche de la cinquantaine. Elle a été créée par Jean Galère en 1976. Et Galère, c'est vraiment une des entreprises pionnières du chocolat, de la tablette, mais raffiné. La Belgique était déjà très connue pour ses pralines, mais là, on sera plus sur vraiment la mise en valeur du cacao comme produit. Et c'est vraiment une entreprise qui a dans son ADN l'innovation, la créativité. Entre autres, Galère, dès 1993, était la première à lancer la tablette avec 70% de cacao et plus. Une autre innovation, par exemple, pour la citer, c'est tout ce qui est la mise en évidence des accords vin-chocolat. Voilà, je pourrais en citer beaucoup d'autres. De nouveau, je vous renvoie au site. Donc, Galère fondée en 1976. Salvatore, tu rejoins Galère en 2001. Oui. Et à ce moment-là, sans mauvais jeu de mots, Galère est un petit peu dans la galère. Donc il y a une filiale qui a été créée, Galère International, et ça ne fonctionne pas bien. Le développement international ne se passe pas trop bien, et c'est pour ça, Salvatore, que tu es appelé. Et avec ton caractère aventureux et ton désir du défi, ce que tu fais, tu proposes quelque chose d'assez fou. Tu dis, ben voilà, je vous rachète la boîte, Galère International, Tout à fait. pour 1 euro. Voilà. Hein. La boîte fait des pertes, donc c'est pas spécialement un actif à ce moment-là. Et tu proposes donc de prendre en main le redressement. Tu as un plan bien précis à proposer. Tu le fais et ça marche. Quelques années plus tard, Galère International décolle. Et avec Galère International, bien sûr, le groupe Galère qui est derrière. Alors, en 2006, il y a un nouvel actionnaire qui rentre, et c'est toi, ou plusieurs nouveaux actionnaires qui rentrent d'ailleurs, et c'est toi qui les trouves. C'est une des familles princières du Qatar. Et donc tu rejoins à ce moment-là le groupe, tu en deviens le CEO et également actionnaire du groupe. Tu continues le développement de l'entreprise qui devient de plus en plus florissante, de plus en plus connue, à la fois en Belgique et à l'international. En 2011, tu décides de revendre tes parts aux Qataris, qui montent donc au niveau actionnariat à 75%. Et donc, dans la foulée, c'est bien pour quitter l'entreprise en 2013. Tu quittes une entreprise qui va très très bien. Et là, tu vas réaliser un rêve d'enfant. Exactement. Tu vas réaliser un rêve d'enfant. Tu pars avec ton bateau, sur ton voilier, avec ton sac à dos, et avec ta famille. Oui. Et tu pars pour 3 ans et demi à barouder autour du globe, je suppose. On reparlera de cette expérience-là et ce que tu as trouvé à ce moment-là. Tu reviens en 2016. Là, tu te mets au service de Venture Lab, Oui. une pépinière pour start-up de la région liégeoise également. Et tu deviens donc mentor de cette pépinière pour des jeunes entreprises. Pendant ce temps-là, Galère continue son chemin et les affaires ne marchent pas trop bien. Ce qui fait qu'en 2018, les Qataris te rappellent et te demandent de venir remettre le bateau à flot. Et les bateaux, ça te connaît. Tu acceptes, mais tu mets 3 conditions. La première, c'est un refinancement. Un refinancement à hauteur de 10 millions d'euros. La seconde, c'est que Galère retrouve le drapeau belge et donc retrouve un actionnariat belge en partie. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. 25% de l'actionnariat est belge et on peut dire qu'il
Ici, la capitale de la Belgique, c'est Liège. C'est un actionnariat qui est Oui. principalement principautaire. Et ta troisième condition, c'est vraiment celle-là qui m'intéresse aujourd'hui et qui, je crois, va intéresser les internautes. C'est que tu demandes carte blanche pour la gestion d'entreprise, pour pouvoir mettre en place vraiment ta vision de l'entreprise. Parce que sur ton bateau, tu n'as pas fait que ramer, tu as aussi réfléchi. Et donc c'est de ça, entre autres, que nous allons parler maintenant. Alors aujourd'hui, 2020, Galère a retrouvé les bénéfices. En 2018, je crois que Galère perdait 2 millions d'euros Oui. sur l'année. Aujourd'hui, il y a eu l'effet Yannello, donc on a retrouvé les bénéfices. Et le développement se poursuit. Et c'est de ça que nous allons parler. Pas tellement du développement commercial, mais plutôt du développement humain, et bien plus que ça d'ailleurs. Alors peut-être comme première question, Salvatore, je voudrais savoir, sur ton bateau, Oui. quels sont tu as pris de la hauteur par rapport à ton expérience de l'entreprise, à tout ce que tu avais fait, parce qu'avant Galère, tu avais une autre vie aussi, où tu as vu pas mal d'entreprises aussi. Qu'est-ce que tu as découvert? Quelles sont tes prises de conscience là, ou tes conclusions de tout ce que tu avais vécu, et quel était ton désir pour l'entreprise pour laquelle tu travaillerais? Après, tu ne savais pas que ce serait de nouveau Galère, je suppose. Ouais, exactement. Donc en fait, je suis parti, je me suis remis un peu en question, j'ai eu un regard un peu critique de mon expérience professionnelle, et même privée d'ailleurs. Et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup pensé, je me suis connecté à la nature. On est allé dans des endroits très forts en termes d'énergie. Fais-nous rêver un tout petit peu. La Patagonie, le Grand Sud, l'Antarctique chilien, Magellan. Donc des endroits où la nature vous fait très vite comprendre qu'on n'est qu'un petit humain. Et ça, c'est bien pour l'humilité, ça remet les choses à sa place. Et donc, pendant tout ce voyage, j'ai beaucoup pensé, et je suis arrivé à la conclusion que le monde fonctionnait depuis 2 siècles sur le rapport de force. Et en effet, quand on prend du recul et qu'on pense aux philosophes, aux penseurs économistes qui ont pensé le système duquel on sort là, je pense notamment à Adam Smith, le principe de la main invisible, en réagissant le plus égoïstement possible, je finis par réagir dans le meilleur intérêt de l'autre. Donc par définition, c'est un rapport de force. Et alors il y aurait une main invisible qui vient rééquilibrer tout cela, sauf qu'elle est tellement invisible qu'on ne l'a jamais vue. Et puis Jean-Baptiste Say qui explique que les ressources sont illimitées et gratuites, que donc on peut y aller franco. Alors évidemment, avec des penseurs qui ont pensé un système sur base de ces réflexions-là, de ces valeurs-là, bien, on en arrive à une raison d'être dogmatique qui a été la maximisation du profit et la sacro-sainte théorie de la croissance. Et donc, moi je me suis dit, le monde doit changer. Ce système de rapport de force, par exemple en termes managériels, a généré des systèmes où on contrôle, a généré des systèmes basés sur un élément qui pour moi est clé, la méfiance. Et donc, au lieu d'arriver à des processus d'enrichissement, on est sur des processus de sanction. Et donc, tout ce cheminement, cette réflexion m'a amené aussi à me dire qu'il y avait moyen de penser une nouvelle société, une société en alignement, une société en convergence d'intérêts. Et donc, quand je suis revenu chez Galère, j'ai présenté ce projet à l'équipe, après en avoir parlé avec l'actionnaire majoritaire, et tout de suite, l'équipe était ouverte à cela. Et non seulement était ouverte, mais l'a intégrée et l'a potentialisée. Ça, c'est merveilleux. Quand tu parles d'équipe, c'est l'équipe la direction proche, la direction. La direction, d'accord. Et puis aujourd'hui, et c'est un moment de bonheur incroyable pour moi, c'est que ce projet d'un homme qui était devenu le projet d'une équipe est devenu le projet d'une entreprise, qu'on a réussi sur cette base-là à lever des fonds, à recapitaliser l'entreprise avec des investisseurs qui, a priori en tout cas, sont plutôt du XXe siècle. Mais en réalité, il y a aujourd'hui une sensibilité, une ouverture d'esprit pour aller, en tout cas, tester ce cheminement-là. Ce qui est important pour nous, et on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est que quelque part, on passe d'un enjeu stratégique qui était le P de profit à un quadruple enjeu stratégique. Le P de profit, le P de people, le P de planète
et notre raison d'être, le purpose, qui va nous permettre d'arbitrer les 3 P. Alors, ce qui est important, c'est de le citer. Alors, si on dit qu'on a une raison d'être, quelle est-elle cette raison d'être? C'est d'incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale basée sur la convergence d'intérêts pour bâtir un monde équitable et durable. Entrepreneurial, convergence d'intérêts, équitable et durable. Et donc, cette raison d'être, et nous en sommes convaincus, pendant cette période de transition, elle va nous permettre d'arbitrer les 3 P. Car que l'on soit pour l'humain, ou pour la planète, ou pour les deux comme nous, une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle meurt. Et donc, il faut arbitrer. Alors, puisque dans notre raison d'être, il y a la notion d'entrepreneur, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui considère que la pensée n'a de sens que si elle amène à l'action. Il y a des engagements très forts derrière. Et peut-être que tout à l'heure, tu parleras des engagements, ou on peut parler tout de suite, je ne sais pas. Je te laisse. C'est bien. Si tu veux. Oui, parce que tu as introduit les 4 P donc de notre stratégie. Et forcément, dans un des P, il y a le P de People. Et là, nous, on a décidé de l'adresser au niveau de toutes les parties prenantes par rapport à notre business, mais aussi en interne. Donc, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est l'interne. Donc, ce que tu dis, que ce n'est pas uniquement les collaborateurs, les employés, les ouvriers, mais c'est également les fournisseurs, les clients, les voisins, les actionnaires, etc. Les actionnaires et tout le monde. Voilà, donc on est vraiment dans de la convergence d'intérêts, comme on le dit. Et donc, l'idée, c'est de prendre des engagements forts. Alors, je vais les citer, même si on va faire un focus sur un en particulier. Mais donc, le premier qu'on a pris, c'est l'engagement Fairtrade. Donc, on a vraiment fait une collaboration, un partenariat stratégique avec Fairtrade Belgium. On a engagé un socio-anthropologue parce qu'on voulait vraiment challenger tous les labels qui existaient. Aujourd'hui, c'est pas évident de s'y retrouver. Et donc, nous, avec nos lunettes, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la chocolaterie, donc j'étais peut-être un peu biaisée. Et on a vraiment pris le pari de prendre quelqu'un qui allait nous amener des lunettes externes pour regarder. Et donc ce socio-anthropologue a fait une analyse et sans grande surprise, le chocolat, c'est vraiment, le cacao, c'est l'industrie la plus cruelle au niveau de l'agroalimentaire. Et donc là, on s'est dit, quelle action concrète est-ce qu'on peut jouer? Et l'engagement avec Fairtrade est devenu une évidence. C'était le label qui, pour nous, donnait le plus de garanties et allait nous permettre de bouger au maximum les lignes. Et donc ça, depuis 2020, on a un partenariat avec eux. Et donc, c'est tout récent, quoi. C'est tout récent. Et donc là, on est en train de sortir. Donc ça fait 15 jours que nos nouveaux packagings sont en train d'arriver en rayon. On communique vraiment ici le début septembre par rapport à ça. Et donc là, vous pouvez voir que sur nos emballages, il y a le label Fairtrade maintenant qui est appliqué. Et ça va être sur tous vos produits, donc tous les produits. Tous les produits. C'est au niveau du cacao. Donc oui, c'est pas tous les ingrédients de nos recettes. Mais c'est là où l'enjeu était le plus grand, c'était vraiment le cacao. Et donc, oui, on est passé en labellisation Fairtrade à 100%. Donc ça, c'était, je veux dire, un des plus grands engagements au niveau des cacao. Juste peut-être, parce que le profil, il est toujours là aussi, impact financier de ce passage-là. Est-ce que l'impact est important ou finalement... Bien sûr. L'impact est important, c'est des centaines de milliers d'euros de coûts en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisqu'on faisait un partenariat stratégique avec Fairtrade et qu'on devenait leur locomotive, parce que ce qui est incroyable, c'est que la Belgique fait partie des grands pays en termes de chocolat. Il y a des courageux qui sont rentrés dans la réflexion du Fairtrade, et je les remercie, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais il n'y avait pas de chocolatier avec une certaine taille qui puisse réellement impacter. Et faire bouger les lignes, vraiment. Et donc, nous sommes le premier avec une certaine taille qui a accepté de jouer le jeu et de devenir la locomotive pour Fairtrade, ex-Max Havelaar. Et donc, en contrepartie, on leur a dit, écoutez, nous, on a besoin d'être supportés par la distribution, parce qu'on ne peut pas prendre tout le coût pour nous. Et donc, ils nous ont aidés à mettre autour de la table, pas seulement l'acheteur traditionnel, qui lui est dans une relation très mercantile, et à juste titre. Son job, c'est de faire des mais les gens qui sont plus dans le social responsibility, et donc on a pu évoquer, expliquer notre projet, et on est rentré sur un terrain de jeu qui était différent.
Et donc, on a pu répartir ce coût pour que le consommateur, ça ne lui coûte pas trop cher, ce qui ne soit pas grugé. Et Valérie en parlera tout à l'heure, qu'il puisse se transformer en un consommateur, que le distributeur puisse jouer son rôle et que nous, on puisse assumer une partie. C'est ça. Mais c'est sûr que si on avait dû assumer tout 100% nous-mêmes, là, c'était quasiment une utopie. Difficile, quoi. Donc il a fallu être un peu créatif, Oui. mais ça a bien marché et ça a probablement renforcé vos relations avec vos partenaires à la grande distribution. Tout à fait. Oui. Exactement. Oui, c'est ça. Donc vous voyez maintenant différemment et ce n'est plus une relation d'achat, mais c'est plutôt une relation de collaboration De partenaires. Ben, sur, convergence sur des valeurs d'intérêts. assez Exactement. fondamentales. Et Exactement. donc on est vraiment à un autre niveau, quoi. Et ils étaient tous clairement assez ouverts à ça aussi. Tous. Donc ils ont tous une politique qui va dans ce sens-là aussi. C'est ça qui est super encourageant aussi. Oui, oui, Donc, C'était juste, je crois pas que j'ai parlé de la taille de Galère. Moi j'avais noté 170 personnes, c'est ça. Oui. chiffre d'affaires, 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Voilà. Et présent dans... Principalement en Europe, Belgique, France, Luxembourg, et en Asie, principalement le Japon. Mais on est dans une centaine de pays, mais c'est plus anecdotique. anecdotique. Et D'accord. principalement en grande distribution. Et principalement Donc, dans les boutiques Oui. sont... Ce qui Il nous y a a permis- demi-boutique, hein, quand même. Bien sûr, mais Non, point de vente. Point de Mais vente, d'accord. on a eu de la chance parce que pendant le Covid, la grande distribution nous a permis d'avoir un modèle beaucoup plus résilient par rapport au Covid, parce que les boutiques n'ont pas du tout fonctionné pendant cette On en a époque-là. 14. Donc les chocolatiers Ouais. qui ont un modèle fort sur le travel retail, les aéroports et les boutiques ont beaucoup plus On souffert a que plus nous, souffert. Ouais. malheureusement pour Vous vous. étiez dans la grande surface. Oui. Oui, d'accord. Voilà, je vous ai un peu coupé pour resituer Oui, certaines bien choses que sûr, j'avais bien sûr. omis. Non, Au pas de souci. départ. Donc ça, c'était vraiment Oui. par rapport, je dirais, aux cacaoculteurs Oui. qui sont au début de la chaîne, qui sont hyper importants aussi. Et donc maintenant, je peux passer à notre personnel en interne. Vraiment, le but, c'est de s'engager envers eux pour, même si ça peut paraître un peu bateau, cette notion de bonheur au travail. Et donc l'idée, c'est d'amener un nouveau système d'autogouvernance au sein de l'entreprise, mais qui est adapté à la chocolaterie. Pourquoi ? Parce que on a 2 sites. Donc on est basé ici à Vaux-sous-Chevreumont, site historique, l'atelier est ici, etc. Mais on est un peu coincé en termes d'espace. Donc on le voit, on a le TGV qui passe, on a la Vestre. Et donc si on veut grandir, on est bloqué. Donc on a depuis quelques années maintenant un autre endroit à Liège, à Herstal, au Haussart, où là on stocke nos produits et on a tous les départements qui sont en relation avec le stock qui y sont le marketing, la communication, la finance, la logistique, etc. Et ici sont la qualité, la production, les achats, etc. Donc on a déjà 2 sites différents pour la même entreprise. C'est déjà pas évident. En plus de ça, on a des personnes qui ont des différentes fonctions au sein de l'entreprise. On a des ouvriers, on a des employés, on a aussi des personnes qui sont présentes sur la route, les délégués commerciaux, on a des personnes qui sont dans les boutiques. Donc tout ça fait qu'on est face à un système organisationnel qui n'est pas hyper lisse. Il faut Oui, c'est pouvoir... pas une équipe qui bosse de 8h du Voilà. mat à Voilà, 5h c'est du ça. soir Donc- ensemble, quoi. Donc, il fallait réfléchir à un système d'autogouvernance qui puisse vraiment répondre à toutes ces différentes typologies. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, notre but, c'était vraiment de responsabiliser les individus, chacun dans leur scope, qu'ils soient intramuros ou pas. C'était d'encourager la prise d'initiative pour, in fine, les rendre autonomes. C'est vraiment ça l'idée. Et donc on a beaucoup lu, on a démarré, Salvatore est venu avec son idée d'entreprise libérée, il nous a partagé énormément de théories, on a fait appel à des externes pour nous nourrir, enfin je ne les citerai pas tous, mais vraiment des gens hyper inspirants. On a regardé aussi beaucoup sur le net, comme le font sûrement beaucoup de monde, et on a beaucoup lu, donc on a lu Lalou, qui est évidemment une référence. Et on a passé au peigne fin, aidé d'une coach aussi, Sabine Denis de Cap+, elle nous aide vraiment, elle est vraiment devenue partenaire là-dedans, dans la transition. Et donc on a passé au peigne fin toute l'organisation, avec les couleurs de Lalou, etc. Et on a commencé à réfléchir à un modèle, et on s'est très vite rendu compte qu'une recette magique qu'on allait lire de chez Lalou ou d'autres n'allait pas forcément être adaptable Il n'y a pas à de la recette chocolaterie. d'entreprise Ça, libérée. on est très vite arrivé On a à aussi cette étudié conclusion-là. l'holacratie. Oui,
Et notamment, on a trouvé des BD Oui, qui tout à expliquaient bien le on système. peut télécharger sur le net d'ailleurs. C'est ça. Exactement. Un peu dans les Et couleurs, là aussi, beige. on l'a bien étudié. Et on s'est répartis en pôles, mais tout d'abord au niveau, je dirais, de ce que nous on appelle maintenant le comité de pilotage, donc c'est-à-dire le comité de direction. On a pris des personnes avec nous qui faisaient partie du comité éthique et d'autres personnes dans l'organisation qui pouvaient venir éclairer la réflexion. Et on a travaillé par cercle pour essayer d'imaginer ce nouveau modèle Au d'autogouvernance. sein du comité de direction à ce moment-là. Voilà, mais un peu élargi. Oui. Élargi, fortement élargi. Voilà. Et donc l'idée, ça a été de se dire, comment on fait pour mettre en place, réfléchir un système d'autogouvernance, mais sans aller trop loin dans la définition, pour que les personnes au sein de l'entreprise aient l'impression qu'elles puissent quand même encore définir certaines choses et puissent aussi amener l'intelligence collective, parce que c'est ça la clé. Hein. Donc Jacques Cray en parle longuement aussi bien mieux, mais vraiment c'était ça l'idée. Et donc là, on en est où ? On est, je dirais, au niveau de l'étape à 80% du chemin au niveau de la réflexion. On espère que dès le 1er janvier 2021, on va pouvoir vraiment disperser ça à tous les niveaux dans l'entreprise. Mais la réflexion, elle est bel et bien là. On a déjà fait plein de cas pratiques. Donc, c'est basé sur l'holacratie. On a créé des cercles éphémères, permanents. Enfin, voilà, il y a vraiment, on va loin dans la définition. Et l'idée, c'est vraiment qu'on ressorte l'intelligence collective. Et je prends toujours cet exemple-là, même s'il est à côté de moi, mais finalement, c'est pourquoi est-ce que c'est le CEO qui devrait décider de comment on va emballer, avec quelle machine, pour quel coût, un bâton de chocolat, alors que l'opérateur est bien plus qualifié que lui pour le dire. Donc ça n'a pas de sens. Donc l'idée, c'est vraiment de faire émerger les talents que les gens puissent s'exprimer pour qu'au final, je dirais, la recette soit, dans le chocolat c'est toujours mieux, mais soit la plus savoureuse possible. La plus savoureuse possible, oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau de l'interne, là où on en est. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Oui, moi j'ajouterais deux choses. On l'a pensé de telle sorte, d'une part, à prendre en compte tous ces différents profils de personnes dont Valérie parlait, mais également en assurant la pérennité. Parce qu'on a vu que pas mal d'entreprises qui sont passées dans ce mode de gouvernance, dès que c'est plus un CEO, mais dès que celui qui était à la tête de l'entreprise partait, ça disparaissait. Oui, voilà, donc on veut assurer une pérennité au-delà des personnes. Et on l'a pensé au travers de la culture, au travers de toute une série de solutions. Et un autre élément, c'est que pendant mon voyage, je suis arrivé à la conclusion que dans l'ancien paradigme, il y a une sorte de valeur non exprimée selon laquelle nous serions tous égaux. Et que donc celui qui réussit, il devient le héros puisque nous sommes tous égaux et donc si les autres ne réussissent pas, c'est parce qu'ils sont soit fainéants ou soit parce qu'ils ne se sont pas investis. Moi j'arrive à la conclusion que nous sommes tous inégaux. Alors, pour des raisons déterministes, pour des raisons interactionnistes, nos origines, nos familles, la santé, on est inégaux devant l'endurance, on est inégaux. Moi, je dis ça de façon différente, je dis qu'on est tous uniques. Voilà, exactement. Mais ça veut dire qu'on est tous, donc oui, on n'est pas égaux. Et donc, cette équation d'inégalité fait que tout le monde ne peut pas décider de tout. Puisque nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas... Et donc, il faut que cette organisation accepte le fait que nous sommes uniques et que donc, il y a des domaines où on peut apporter beaucoup de valeur ajoutée, des domaines où on n'est pas effectif. Tout à fait. Et ça, c'est aussi un élément clé dans le mode de gouvernance. Et par exemple, on a distingué au sein de l'approche des niveaux de responsabilité non pas hiérarchiques, mais d'horizon temporel. Le long terme, le moyen terme, le court terme. Donc de prendre des décisions... Dans un cercle, il faut qu'il y ait la conscience de court terme, la conscience moyen terme et la conscience long terme. Et les liens qu'il y a entre tout ça, c'est justement ces liens d'horizon temporel. C'est ça. Avec de la cohérence entre les différents horizons. Bon, on est un peu théorique ici, oui, mais c'est ça, parce que alors du coup, si on parle de ça, on peut aussi parler de la gestion de l'ego. Où là, on s'est très vite rendu compte que c'était capital.
Parce qu'évidemment, si on gère une entreprise par cercle, mais que dans le cercle, chacun pense qu'il sait mieux que l'autre, on ne va pas s'en sortir. Et donc là, nous, on a fait cette formation sur l'ego, donc dans le cercle élargi sur la réflexion, et on a l'intention que tous les membres de l'entreprise suivent cette Ouvriers, formation. employés, C'est hyper important. Oui, Il y a ça, et il y a la notion aussi de performance. Oui. Où là, tu peux expliquer, parce que c'est du quali-quanti, et c'est plus le côté financier. Mais en fait, un des grands défis de la chocolaterie, mais aussi de certains modes de gouvernance, c'est de passer d'un mode où on réfléchit en termes de moyens et pas en termes de résultats. Et donc, la contrepartie de l'autonomie et de la possibilité de participer à un processus décisionnel, c'est aussi la responsabilité. Et donc, si on est responsable, on doit être concentré, focusé sur le résultat. Et donc, tout ça, ça fait partie du système et des valeurs qu'on doit injecter dans le... Donc il y a une conscience, que la décision que je prends, quel est l'impact, entre autres sur le pays du profit, entre autres, Oui. et ainsi de suite. Et le P de people et le P de planète. C'est ça. Et donc on est en train de définir des indicateurs. Bon, pour le profit c'est facile, ça fait 200 ans qu'ils existent en gros, mais aussi des indicateurs par rapport au people et par rapport à la planète qu'on va intégrer dans un reporting général. Tu as, au niveau people, j'ai assez souvent la demande, j'en définis, mais tu peux donner quelques exemples d'indicateurs que vous avez ou vous n'y êtes pas encore, c'est en... Non, on cogite. Bon, évidemment, il y a le taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, Ça, c'est évident. Mais ici, par exemple, post-Covid, enfin, post-confinement, parce qu'on est toujours par le post-Covid, on a envoyé un questionnaire à tout le monde, à tout le personnel, pour leur demander comment ils avaient trouvé notre communication, est-ce qu'ils étaient satisfaits, comment ils avaient vécu le confinement, comment ils envisageaient le futur, est-ce qu'il y avait des choses qui les tracassaient, et donc c'est une expression qualitative, et on les a analysés, on les a agrégés, on leur a demandé une cote de notre manière dont on avait géré et communiqué. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de mesurer du qualitatif et d'essayer de le quantifier à partir de questionnaires, à partir du moment où tout le monde a conscience qu'il peut s'exprimer ouvertement, voire qu'il a le devoir de s'exprimer, alors on peut commencer à questionner. Parce que l'info qui remonte est une info objective. Oui, c'est ça. Et donc on peut construire tous les indicateurs C'est la grosse qu'on veut. difficulté, c'est d'obtenir l'info, c'est que les gens osent dire et se rendent compte, c'est vraiment une question qui est pas simple, c'est KPI people. C'est un sujet qui revient souvent, et je fais souvent dans mes formations en gestion d'équipe, je mets un questionnaire sur justement la qualité de l'humain dans l'entreprise. Et c'est pas évident. C'est pas évident que les gens osent dire, ou bien certains mettent des cotes pour très très basses. C'est une façon de réagir pour dire je suis pas content du tout. Oui. Et puis d'autres mettent des cotes assez moyennes pour il n'y a pas vraiment de pour vraiment obtenir ce qu'ils pensent profondément et ainsi de suite. Ça demande tout ce chemin de confiance. Moi, ce que je crois, j'en ai la conviction, c'est qu'il faut être aligné. Si déjà moi je ne suis pas aligné, et si Valérie et l'équipe de pilotage n'est pas alignée, n'est pas vraie, n'est pas authentique, ne transmet pas ces valeurs-là et cette confiance-là au sein de l'entreprise, alors c'est sûr que rien n'est possible. C'est pour ça que je suis convaincu que quand une entreprise veut rentrer dans une transition de paradigme, si elle n'est pas construite sur un socle philosophique solide, alors tous les risques sont là, parce qu'il n'y a pas d'alignement, il y a une transparence, oui, mais finalement il y a l'exception, oui, mais non, on est transparent, On réussit, on rate, on le dit. Oui. Dès qu'on sort du processus, on n'est plus vrai et ça se ressent et on ne peut pas construire. On n'est pas crédible, quoi. Exactement. Quand on annonce, les gens disent oui, c'est du bullshit, quoi. C'est ça. Tout à fait. Mais par rapport à ça, c'est un peu le parallèle qu'on a fait au niveau général de la nouvelle stratégie d'entreprise, où très vite on s'est rendu compte de l'importance d'avoir un vrai why
puis seulement un how et puis un what. Et l'entreprise avait toujours historiquement été tout le temps basée sur le what. Enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi, on a refait ça avec la marque, on a fait ça avec plein de choses. Au niveau du mode d'autogouvernance, c'est pareil. Si on n'a pas un socle fort, un vrai why, une vraie raison d'être et des vraies raisons pour lesquelles on fait, au final, tous ces efforts-là, ça pourrait très bien être perçu comme oui, ils font ça pour augmenter la productivité, ça existe depuis, voilà, c'est ce que beaucoup disent. Donc, comme il le dit, l'alignement et la vraie raison d'être de tout ça, elle doit être. Et d'ailleurs, ça fait quand même plus d'1 an qu'on a commencé la réflexion en cercle. On voit tout ce qu'on a fait en un peu plus d'1 an avec le passage en Fairtrade, l'engagement au niveau de la planète, le changement de marque, de packaging, etc. Ce process-là au niveau de l'autogouvernance, voilà, je disais 80%, on espère 1er janvier de pouvoir vraiment l'implémenter partout. Ça se fait progressivement. On a fait parfois des communications ou des choix où on s'est dit attention, là, c'est peut-être pas encore assez mûr dans la réflexion. On va recréer un cercle pour peaufiner. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est vraiment un processus homéopathique. Oui. Donc, vraiment. Et au-delà, parce que le mode d'autogouvernance, c'est évidemment pouvoir participer à un processus décisionnel, c'est quelque part, c'est redistribuer le pouvoir différemment. Mais ce n'est pas que cela. C'est aussi un partage différent de la valeur ajoutée. Car, là, je vais un peu loin, mais je suis convaincu que dans le grand futur, celui-ci, le grand futur, passera par une disruption de la notion de propriété. Elle passera par la notion de bien commun. Et l'entreprise, elle est un bien semi-commun. Donc, il faut qu'il y ait une disruption de cette propriété. Alors, et donc, le partage de la valeur ajoutée fait partie de l'autogouvernance. D'ailleurs, et là, je voudrais juste reprendre par rapport au début. C'est pas la solution Salvatore Ianello qui a fait qu'on a retrouvé le profil, mais c'est vraiment un travail d'équipe. 100% équipe, tout le monde, les 170 personnes ont travaillé pour. Et donc, on a redressé l'entreprise. Il y a eu du bonus conséquent alors qu'on était virtuellement en faillite 1 an avant. Et je crois que ça doit faire partie de la logique. Pour moi, il doit y avoir une rémunération du travail, c'est-à-dire, je décide d'allouer mon temps à un projet, j'ai une rémunération de travail. De même que je décide de prendre un risque sur du capital, il doit y avoir une rémunération minimale du risque en lien, avec une cohérence. Ça, c'est les actionnaires, quoi. Et puis au-delà, il doit y avoir un dividende. De même qu'il doit y avoir un dividende au-delà de cela pour le capital, il doit y avoir un dividende pour le travail. Pour tous les et donc, et là c'est une autre approche, mais c'est une approche qu'on va mettre en œuvre ici. Ça, tu comptes le faire quand ? On a déjà commencé. Première année, on a distribué 350 000 euros de bonus la première année et on espère que ça va monter en puissance. Et mon rêve le plus ultime, c'est qu'une fois qu'on aura transformé le consommateur en consommateur, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, c'est de transformer celui-ci en un investisseur citoyen et responsable. Et dans la notion de disruption de la propriété, c'est d'intégrer ce citoyen au capital, de même que le personnel. Et je pense que l'entreprise doit évoluer vers cette logique-là. Il y a beaucoup de réflexions actuellement. Mais c'est trop tôt, ça ne sert à rien d'en parler. Je crois qu'il faut d'abord réussir la nouvelle autogouvernance, réussir la stratégie des 4P, montrer que ça fonctionne, montrer que ça crée du bien-être et plus de valeur. Et puis après, on pourra passer aux étapes d'après. Donc, je crois qu'il faut phaser tout ça. L'humain est prêt à changer, mais je ne crois pas trop aux révolutions. Je crois plus aux évolutions. D'ailleurs, les révolutions, elles font tout le temps mal. Il y a du sang et des pleurs. Les évolutions, on peut accélérer l'évolution. On doit s'arrêter à la frontière de la révolution, je crois. Et puis mettre en place une gouvernance participative, c'est changer de culture. Et la culture d'une entreprise ne se change pas par décret. Ça met des années, ça percole, ça demande justement tout ce travail sur notre ego, entre autres, et ça demande à chacun de changer un petit peu et d'évoluer un petit peu. Et c'est là que tu disais, Valérie, l'an prochain, on fait l'annonce et on répartit, on démarre dans toute la boîte. Comment tu vois ça ? Ça me fait un peu penser au Big Bang que les pionniers de l'entreprise libérée ont fait, et d'où je dois dire, ils reviennent un peu. Quand il y a eu des réunions comme ça
des pionniers, et ils se sont dit, mais qu'est-ce que vous feriez différemment? Et une des choses qu'ils ont dit, ben voilà, ce serait ce fameux Big Bang, la grande annonce, là, il y a même des boîtes où on déchirait le règlement de travail pour mettre une nouvelle charte de collaboration, et ainsi de suite. Ils disaient, non, ça on ferait plus, on le ferait vraiment beaucoup plus en douceur et sur la longueur, parce que c'est un chemin, et c'est un chemin où on n'arrive jamais au bout, il y a un cap, mais on n'arrive jamais au bout de son cap. Nous, on a commencé le chemin, donc vraiment oui, depuis un an, on explique. On a dû, face à certaines problématiques vraiment business urgentes, on a dû déjà adresser les problèmes avec cette base-là. Donc on a déjà, par exemple à l'atelier, on a créé un comité collaboratif, on l'a fait aussi au niveau de l'équipe commerciale. Donc ça ne va pas être, on réfléchit ça dans notre coin, dans des salles de réunion ouvertes, etc. Le comité de pilotage élargi. Les gens entendent un peu des bruits de couloir et puis le 1er janvier, on réunit tout le monde. Non, on est déjà en train petit à petit, dès qu'on le peut, pour aussi gagner la confiance et le crédit des gens parce qu'on sait très bien que ça n'ira pas. Et alors, franchement, tu l'as dit dans ton intro, il ne faut pas oublier qu'on est liégeois, pour la plupart. On a donc des sacrés tempéraments, un peu la fièvre comme ça, la fureur de vivre. Et en plus, on est aussi un monde syndical quand même assez développé à Liège. Oui, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Mais très sincèrement, on est supporté par le syndicat. Oui, notre démarche. Voilà. Mais tu peux juste permettre. En fait, on a commencé avec un groupe élargi par rapport au comité de pilotage. Aujourd'hui, on va intégrer 35 personnes additionnelles. Et on va se faire challenger par ces 35 personnes. Ce qui veut dire qu'en gros, 33% d'entreprises seront déjà concernées. Oui. Et puis, en janvier, on va faire des formations par groupe de 10, formations égaux, et expliquer le système, et on va écouter leurs remarques. Et donc, le vrai lancement, c'est le 1er avril. On se donne 3 mois pour percoler. Mais dans les 35 personnes qui vont venir, on va demander à certains d'être des ambassadeurs du 1er janvier. Donc ce n'est pas Salvatore Iannello qui a pensé son truc, qui a expliqué à une équipe, qui va l'expliquer. Non. Vous êtes en train de semer petit à petit. On percole. Comme un jardin, vous semez de plus en plus. C'est un système. C'est une contamination positive du système. Dans les 35 en plus, ce sont des volontaires. C'est quoi? Ou c'est des gens que vous choisissez? Alors, on leur a demandé, ils peuvent dire non, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y en a qui ont dit non. Oui, il y en a qui ont dit non. On a voulu que l'ensemble des profils soient représentés. Alors, on aurait pu demander un vote, mais comme ils ne sont pas encore intégrés, il n'y a pas encore une prise de conscience. Donc, ce qu'on a fait, on l'a fait en bon père de famille, et on est allé les trouver, on leur a demandé, on leur a expliqué. Et puis, si on était un an plus tard, imaginons, on veut encore évoluer, à ce moment-là, on demanderait aux équipes elles-mêmes de voter qui va venir les représenter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'on est en train de faire. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut commencer. Il faut commencer. Puis chaque entreprise a un peu sa façon de faire. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, justement, c'est que chaque entreprise s'adapte à sa propre réalité. C'est exactement ce que tu fais. J'ai l'impression que quand tu parlais quand tu as annoncé ça au niveau de la direction élargie, que tu n'as eu aucune résistance. Ça m'étonne. Alors, il y a 2 choses. Il y a la motivation profonde, et puis il y a la réalité. On est des humains, on est conditionnés. Et donc, tant qu'on est dans un système équilibré, on est à l'aise, on est dans le confort, et on peut se laisser aller à penser à un nouveau système, un nouveau changement, surtout qu'ils étaient enclins à rentrer dans ce changement. Mais dès qu'on rentre dans une situation de crise, d'office, il y a un retour par conditionnement sur ces réflexes historiques, parce que c'est sécurisant, etc. Et donc, il y a eu une vraie ouverture. Mais dans les faits, ce n'était pas évident. Ce qui a permis de décrisper, de réellement rentrer dedans, ça a été l'intervention d'une tierce personne, un coach, et qui a trouvé la clé. En réalité, et j'ai longuement réfléchi parce que j'étais un peu étonné. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est bien normal. Quand j'étais adolescent, que mon père me disait quelque chose, j'écoutais pas. Mais si c'était le père d'un autre, ce mec, il est génial. Et donc j'écoutais. Et comme j'étais le CEO,
quand j'arrivais et que j'étais le porteur, mais quelque part, j'étais considéré comme... Oui, mais il est en train de nous imposer hiérarchiquement, alors qu'on est en train de monter. Et donc, c'était impossible de rendre... Donc, j'ai compris que soit j'allais imposer de manière pyramidale le système, soit je faisais un temps d'arrêt, et j'essayais de trouver une solution. Et la solution, les étoiles se sont alignées. Mais depuis que je suis revenu chez Galère, et depuis toute ma vie d'ailleurs, les étoiles s'alignent. Et donc, cette personne est arrivée, et elle a décrispé le système. En disant exactement ce que je disais 6 mois avant, là c'était ok. Et je me suis dit, mais j'ai pas pris ça négativement, je me suis dit, c'est normal. Et c'est un bon apprentissage pour ce qu'il nous reste à faire avec les 170 collaborateurs. Donc, excuse-moi Valérie, tu avais commencé sans coach, tu avais commencé seul. Oui, parce que je me suis dit, on va discuter ensemble, un peu naïvement, j'arrive, je vous explique, ok, vous pensez que c'est positif, tant mieux, vous y croyez, ok, alors écoutez, je continue, maintenant j'arrive avec la deuxième partie, puis la troisième, remplissez. Et je me dis, et on va aller très vite, et en fait je me trompais, on touche à des valeurs, on touche à la culture, et puis c'est antinomique. Quand c'est le CEO qui apporte, c'est antinomique avec le fait de faire... Le départ est toujours paradoxal. Hein. C'est toi qui as le pouvoir, tu dois le donner. Et le donner, ils ne sont pas spécialement demandeurs. Et donc je vais le donner hiérarchiquement. Oui, c'est ça. Ben oui, mais au départ, c'est comme ça. C'est le grand paradoxe des entreprises libérées. Mais le coach, il permet d'adoucir cela, de rendre moins contradictoire et puis, le process. Au jeu, donc il a un rôle beaucoup plus facile. Oui. Et voilà. Donc c'est... Oui. Et voilà, donc on a pu débloquer cela. Et pour le futur, on va faire très attention. C'est pour cela que l'idée dans les 35 personnes qui vont arriver maintenant, qui sont plus proches du terrain, il y en a quelques-uns qui deviennent des ambassadeurs. Justement pour ne pas que nous vivions ce que j'ai vécu par rapport au comité de pilotage, que les membres du comité de pilotage, les copilotes, vivent la même chose par rapport aux équipes. Mais une info qui est intéressante à partager aussi, je pense, dans les freins au début, même si voilà, c'est normal dans le process, c'est que lui, il arrivait avec 4 ans, enfin 3 ans et demi, 4 ans de chemin. Où il avait c'était vraiment, il avait lu, il avait rencontré des gens, il s'était questionné. Et nous, en fait, on arrive, mais on n'est pas en fait au même niveau intellectuel, je dirais, de maturité. Vous n'avez rien demandé quand il arrive. En plus, donc c'est le CEO qui arrive, qui nous dit qu'on va faire du collaboratif, mais en fait, il nous l'impose, enfin entre guillemets. Et en même temps, on n'a pas du tout sa culture sur la question. Moi, j'avoue, la Lou, la crassie, c'était vraiment des concepts qui étaient très loin de moi. Alors, moi, marketing, la personne à la finance, je crois que c'était pareil. Donc voilà, donc c'était vraiment, et le commercial aussi. Et donc, il arrive, et là, on sent qu'il y a cette envie de base. Donc, il y a un accord de principe, ça oui, tout le monde se dit être dedans. Mais quand on rentre concrètement dedans, alors là, on sent qu'il y a une réticence parce qu'on ne comprend pas, on ne voit pas. Et donc là, il y a eu une première étape qui a été nécessaire dès que la coach est arrivée, c'est qu'on a dû s'aligner au niveau intellectuel. En tout cas, on a essayé. Et donc, on a dû vraiment se remettre à niveau, lire, faire des sessions de challenge, se questionner, se positionner aussi, parce que la Lou, on peut pas être forcément d'accord avec tout ce qu'on lit. Le lacratie, il y a aussi des forces, des faiblesses. Mais sans ça, comment on ne pouvait pas vraiment l'intégrer. Donc ça a été hyper important, je trouve, aussi dans la manière dont on a passé certains caps. Et tu as l'air de dire que pour arriver là, ça vous a pris 1 an. Oui, moi je dirais on a commencé... Non, le côté enthousiasme naïf tout de suite, pendant 6 mois, et puis une fois qu'on est rentré dans le dur, on a bloqué... On n'a pas vraiment bloqué, mais il a fallu gérer pendant 6-7 mois, et puis on a débloqué le système avec une tierce personne. Et puis, j'ai voulu aussi prouver à l'équipe que c'était sincère ce que je disais. Donc, par exemple, on a partagé les rémunérations de telle sorte à ce que tout le monde ait la même rémunération au comité de pilotage. Lui y compris, du coup. Vous voyez ? Donc, et c'était important, c'était un acte. D'ailleurs, je voulais me le prouver à moi-même,
que j'étais capable de le faire. Donc tu as diminué J'ai ton diminué mon salaire au niveau du comité de direction, Ouais, tout le monde a le même. J'ai diminué mon salaire Comité de de pilotage. 40%. D'accord. Donc, pour que financer la montée en puissance des autres, pour qu'on arrive à avoir un salaire homogène. Et donc c'est un signe fort, quoi. Que tu... Bah, c'est la C'est un posture. signe, mais c'est aussi un signe fort pour moi. Mhm. Parce que, encore une fois, moi je crois à l'alignement. Quand on est aligné, on est fort. Et on transmet. Et il fallait que je m'aligne, que je me prouve à moi-même qu'au-delà des mots, j'étais capable de le faire. Et aussi, c'était un message fort pour l'équipe. De dire, Tout à fait. on va le faire. Et ça, Je suis sérieux. Oui. c'est ça. Je suis Et, sérieux. et vraiment ça, on le constate tous les jours dans l'organisation, puisque on y va, on déverse progressivement, etc. La posture, que ce soit du CEO ou que ce soit des équipes pour le moment qui sont entre guillemets dans l'ancien système, les directeurs, on est observé. Ouais. Donc on a intérêt au niveau de la posture d'être aligné, parce que sinon le projet qu'on réfléchit depuis 1 an et demi, par un détail qui fait qu'on pense que ça en est un, ça fait tout capoter. Parce que la Lou parle de role modeling, il dit toujours. Hein. Donc vraiment être le modèle de ce qu'on veut mettre en place. Quoi. Que les gens finalement n'aient qu'à regarder comment ce qu'ils font. Et oui, c'est la même chose qu'on est appelé à faire. C'est ça, c'est super tout à fait. important. Oui, ça c'est vraiment essentiel. Mais un élément important, au-delà du mode de gouvernance, c'est que, donc on vous a parlé du people, on a parlé du fair trade, on a parlé du mode de gouvernance, mais il y a aussi la planète. Et pour moi, c'est vraiment très important de l'exprimer. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de toucher au curseur social, c'est pas de toucher au curseur écologique, c'est une transition de paradigme. Le modèle d'entreprise que nous sommes en train de mettre en place, c'est un modèle d'entreprise basé sur la convergence d'intérêts, l'alignement, mais à tout niveau, c'est-à-dire dans toute sa relation de l'entreprise vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de toutes les parties prenantes, c'est le passage d'une notion de rapport de force à une notion de convergence et d'alignement. Donc, on a fait aussi beaucoup de choses au niveau de la planète. On s'engage fermement. Mais avec un vrai why de nouveau, et pas du what. Mettre des panneaux solaires, donner des gourdes, ça c'est vraiment des... Non, c'est un vrai why avec des vrais engagements forts. De nouveau, là où on a le plus d'impact au niveau de l'empreinte environnementale. Tu pars de ton why qui est assez clair, mais tu arrives toujours à un what. Il le faut. Oui, ça, il faut bien passer à l'action. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais par rapport à la planète, l'engagement, c'est qu'on a fait un partenariat avec YouCan, qui est une start-up franco-belge. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent l'empreinte environnementale des entreprises. Sur base d'un algorithme, c'est un algorithme qu'ils ont mis en place sur base des normes PEF. Donc c'est 16 indicateurs qui permettent de justement calculer cette fameuse norme. Donc dedans, il y a notamment l'empreinte carbone, mais il y a plein d'autres paramètres. Et c'est vrai que souvent dans le grand public, on ne parle que d'un, mais non, il y en a énormément. Et donc nous, on a identifié là où on pouvait avoir le plus d'impact aussi au niveau. On pourrait dire, enlève l'alu dans tes emballages. Mais ça, de nouveau, c'est peut-être un peu facile et c'est peut-être ce que le consommateur va se dire. Mais si nous, on ne fait pas ça pour vendre plus, on fait ça vraiment. Et là, on s'est rendu compte que l'impact, il se trouvait au niveau des cultures de cacao. C'était vraiment là qu'on devait jouer un rôle. Et donc, on s'est associé avec l'Université de Liège, Fairtrade et la coopérative Vieille-Asso en Côte d'Ivoire. Et on a décidé de replanter plus de 50 000 arbres qui sont complémentaires à la culture de cacao. Je vais très vite parce que sinon on est encore là demain, mais en gros, il y a eu une déforestation liée à la culture de cacao depuis les années 60, donc 90% des forêts primaires rasées, et donc un problème au niveau de la biodiversité. Et nous, ce qu'on fait là, ce qu'on s'engage, on a des gens qui sont sur place avec des chercheurs de l'université, etc., c'est qu'on va replanter des arbres qui sont complémentaires. Et on va ramener du revenu supplémentaire aux cacaoculteurs. On va passer aussi par des systèmes d'émancipation des femmes là-bas. Voilà, il y a toute une série, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Et de nouveau, ça, je veux dire, on a du plastique, on enlève, on met du verre, c'est peut-être plus vendeur pour le consommateur final, mais pour nous, c'est pas assez de faire ça. Il y avait vraiment... moyen de... C'est toujours aller plus loin, quoi. Juste pour dire, le YouCan, ça vous permet d'avoir vos KPI au niveau planétaire. Complètement. Je vais te donner un exemple. Moi, étant marin,
évidemment, imaginer d'amener les fèves à la voile, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des réflexions à ce niveau-là. Et donc, évidemment, j'allais plonger dedans. Mais quand on regarde l'équation, l'algorithme de UCAN, en réalité, la logistique de la fève, c'est 5% de la problématique. Il y a aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a des contraintes ressources et des contraintes financières, on a beaucoup plus intérêt au niveau écologique de se concentrer sur l'amont et se concentrer sur la manière dont la culture s'effectue que de travailler sur la logistique de la fève. Et si on veut vraiment faire bouger les lignes et ne pas nécessairement uniquement se faire plaisir, eh bien, il faut accepter de postposer l'acheminement de la fève par la voile, d'abord de commencer par des techniques. Et donc, comme on a un partenaire là-bas, une coopérative qui s'appelle IEASO, eh bien, on travaille avec eux sur des techniques, par exemple, ne pas utiliser de l'engrais chimique, mais utiliser de l'engrais naturel. En l'occurrence de la fientre de poulet. Mais avec le poulet, il génère des œufs et ça génère un revenu additionnel. Et donc on est la fameuse économie circulaire. On est en train de mettre tout ça en place. Oui, tout à fait. Oui, c'est super enthousiasmant. Moi, ce que je remarque, si on revient sur l'entreprise libérée, mais je crois que c'est vrai pour tout type de projet qui n'est plus uniquement qui n'a plus comme but de générer du profit, je remarque pas mal de patrons qui veulent démarrer, qui démarrent, et puis ça stagne assez fort. Ils mettent certaines choses en place, mais ça va pas très très loin. Et j'en vois d'autres, où là vraiment on avait cité Alain Pajot tout à l'heure de Concept Expo, dont j'ai également fait l'interview, où vraiment on voit des patrons qui sont décidés. Et j'ai l'impression que tu es vraiment décidé. Et que l'aspect financier, il est au service de tout le reste, au service de cette raison d'être. Et donc le P de profit devient un serviteur au service de la raison d'être qui devient le CEO de l'entreprise finalement. Ah ben j'apprécie particulièrement cette expression du P de profit qui devient serviteur, parce que c'est vraiment ça. De toute façon, très sincèrement, si l'actionnaire majoritaire m'avait demandé de revenir, quelles que soient les conditions financières, et que c'était pour faire du business 20e siècle, je refusais. Je refusais. Je me suis juré, en revenant de voyage, que je n'investirais plus mon temps que dans des projets qui apportent une valeur ajoutée sociétale. C'est ma décision, et donc c'est pour cela que j'ai commencé au Venture Lab. Et si je suis venu chez Galère, c'est parce que évidemment j'ai un lien émotionnel et avec le personnel et avec l'entreprise. Il y avait un laboratoire pour mettre en place. Et que je pouvais... Un champ à cultiver et à changer complètement. Voilà. Oui, c'est vraiment passer de la culture traditionnelle à la permaculture que tu es en train de faire. Et nous avons une idée, mais on est en train de cogiter, un peu comme Michel Onfray avec l'Université populaire, c'est de créer un tour de Belgique. Donc on va d'abord asseoir le changement, parce que pour le moment ça génère quand même beaucoup de... Et puis avec notre créateur de produits chocolat, avec Valérie, avec d'autres personnes, d'organiser des conférences dans les grandes villes en Belgique, au nord et au sud, et de venir expliquer notre expérience, notre vision d'un nouveau type d'entreprise. J'ai vu un poème qui disait que de passer du cap-italisme au cap-humanisme, eh bien, on va en parler, partager les points de vue avec le citoyen pour faire bouger les mentalités. Bon, moi, c'est ce que je fais déjà, ben entre autres, avec les ingénieurs de Louvain, et donc je t'inviterai d'ailleurs après ceci pour y participer à ça. Et d'ailleurs, ça répond à ce que tu disais au début, tu as répondu assez rapidement. Ben oui, parce que la finalité, c'est de percoler sur le système. Ouais. J'avais été frappé, je vais reprendre ta formule, quand je t'ai invité, tu m'avais dit je ne viendrai pas seul, et tu avais mis quelque chose dans ton mail, tu avais dit donc que je viendrai avec Valérie. Je souhaite que Galère ne soit plus incarné par un homme, mais par l'humanité. Oui.
Alors, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a voulu dire autre chose ou bien réellement il a choisi le mot humanité? Non, non. Alors, voilà. Et donc, j'ai déjà compris certaines parties, je pense, mais peut-être tu as envie d'aller plus loin là-dessus. Galère incarnée par l'humanité. Mais en fait, l'objectif, c'est de donner du sens au goût, c'est de croquer dans un chocolat pour un monde meilleur. Donc, on a réellement envie d'impacter le monde. Alors, c'est ambitieux, c'est en tout cas pas prétentieux, parce qu'on est une petite chocolaterie, Oui. mais on veut rentrer dans ce process. Oui, donc tu vas déculpabiliser les amateurs de chocolat qui vont pouvoir en manger en bonne conscience. C'est ça, exactement. mais c'est sûr. Mais c'est ça le rôle du consommateur D'accord. dont on parlait. Ouais. Transformer le consommateur en consommateur, c'est lui donner la possibilité d'être un acteur de changement pour un monde meilleur. Ouais. Et on a créé les conditions économiques Ouais, magnifique. pour cela. Magnifique. Oui. Il y a un autre sujet avant de conclure que j'aurais aimé que tu abordes, ce que j'ai vu que tu en parlais, c'est l'humilité. Oui. Tu peux dire un mot sur l'humilité? Bien, je crois que pour ceux qui aiment l'histoire de l'humanité, ils savent que les hommes qui ont fait bouger les choses et les grandes civilisations ont toujours été construites à partir d'un ego. Mais dès que l'ego est devenu démesuré, on a vu ces gens Ça a foiré. disparaître ou Ça a foiré. complètement. Depuis les Et ces dictateurs civilisations terribles. disparaissent. Donc, je crois que l'ego est un moteur, mais il faut Le dompter. le dompter. Et c'est un travail de tous les jours. Et donc, l'alignement, quand je parlais d'alignement, l'alignement, il participe à cela. Mm. C'est pour ça que je ne veux pas venir seul. Ouais. C'est pour cela que quand on fera notre université populaire, je ne veux pas aller seul. Je ne veux Une pas équipe, incarner hein. Galère. Je ne veux pas incarner le nouveau Galère. Et je crois que les entreprises qui sont incarnées par un homme, ça participe de ce système du 19e et du 20e siècle. Le concept de l'héros. Moi, je pense que l'entreprise, c'est une contribution d'énergie. Et cette énergie, ce sont les gens qui y travaillent, mais c'est aussi les gens qui travaillent autour, les parties prenantes. Alors, si je comprends bien, ta vision, c'est plutôt de dire que le patron, tu voudrais qu'on n'en ait plus besoin. Ah ben oui. Ok. Moi, personnellement, ma réflexion au stade actuel, c'est que le patron, on en a toujours besoin comme serviteur. Hein. J'aimais bien, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron d'Axen, qui disait le patron, c'est le serviteur des serviteurs. Hein. Et, parce que les employés servent les clients, servent la raison d'être. Et donc le patron, c'est le serviteur des serviteurs. Donc je crois qu'il doit complètement, qu'il est appelé à complètement changer son approche, donc plus du tout une approche de pouvoir, mais d'être vraiment au service de la raison d'être. Mais je pense qu'il est quelque part la source. Tu es à la source de ceci, et qui va tenir cette source après? Ça, c'est une question que j'ai pas la réponse. Et tu disais au départ, il y a des entreprises libérées qui reviennent à l'ancien système. Et parce que le patron est parti, il y a un nouveau qui est arrivé, parce que légalement il en faut un. Et lui, il ne vit pas dans cette confiance, hein, il est encore dans la méfiance, et donc il contrôle. Mais c'est pour cela que je pense que la solution, avec un grand S pour assurer la pérennité, c'est la disruption de la propriété. Parce que pourquoi est-ce que certaines sociétés ont complètement changé? Parce qu'il y a eu cession, nouveau CEO, et donc à partir du moment où le personnel est propriétaire de son entreprise, le citoyen est propriétaire de l'entreprise, ce que j'appelais le consommateur qui devient le citoyen investisseur responsable, c'est assurer en même temps sa pérennité. Et donc ce qu'il faut, c'est une culture forte qui constitue le garant, et une propriété qui ne va pas obliger la culture à se modifier, à revenir dans les réflexes de la maximisation du profit. Mais encore une fois... C'est une réflexion. Pour moi, la réflexion est en cours. Moi, c'est la mienne, mais je n'ai vraiment pas j'ai pas le sentiment de disposer du monopole du savoir. C'est ma réflexion aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Voilà, ça c'est un premier élément. Mais et un deuxième élément, c'est que ce que je ne voudrais pas que les internautes pensent, c'est que je suis contre le profit.
Moi, je crois qu'une entreprise doit faire du profit. Le bateau doit flotter. Hein, Voilà. S'il ne flotte pas, il coule. Donc le profit est indispensable, mais c'est un moyen. Ce n'est pas un but. Et puis si on veut partager, il faut avoir quelque chose à partager. Donc voilà, ça le profit est très bon. Voilà. C'est un peu... Il est sain le profit. Parce que souvent, j'ai parlé avec des personnes du secteur non marchand et j'ai été surpris de leur vision extrémiste par rapport au profit. Et je me suis dit, c'est malheureux, ils sont aveuglés. Ils n'ont pas une posture de remise en question. Ils n'existent que parce qu'ils sont subsidiés par le système qu'ils sont en train de décréer et de décrier. Pardon. Et donc, mais en fait, ils existent justement ils sont financés par ceux qu'ils considèrent comme mauvais. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et en fait, là donne naissance, l'existence de l'homme n'est permise que parce que l'autre existe. Moi, je crois que la vraie amélioration, c'est quand le social s'autofinance. C'est la démarche sociétale et s'autofinance. Et donc, elle s'autofinance comment ? Par le profit. Il faut que donc, l'équation soit équilibrée, en tout cas. Voilà. Oui, tout à fait. Ben voilà, on arrive tout doucement au bout. J'ai toujours l'habitude de poser la même question. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux patrons qui hésitent, qui se disent oui, je sens bien que voilà, la gestion à l'ancienne, comme je fais depuis des années, ça marche, mais j'ai quelque chose de trop peu en moi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les aider à faire le pas ? Eh bien, moi, je lui dis, tu n'as pas le choix. Ça marche, mais pour combien de temps ? Les jeunes d'aujourd'hui, si on leur donne un gros salaire et un travail qui n'a pas de sens, ils s'en vont, voire ils ne viennent même pas. Oui. Ces jeunes-là, c'est nos décideurs de demain. Donc, si tu veux que ton entreprise soit pérenne à long terme, rentre dans la transition. Aie le courage de rentrer dans la transition. Salvatore, merci beaucoup. Merci. Valérie, merci beaucoup. On va suivre avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'on se reverra. Et donc, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur le blog des leaders. Merci.